Dans une grotte sèche du centre-sud de l'Oregon, des archéologues ont extrait du sol quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Ils l'ont envoyé au laboratoire une première fois. Le résultat obtenu semblait erroné, alors ils ont recommencé avec un échantillon différent sur une autre machine. La datation a été effectuée, puis répétée, et une troisième fois encore, et chaque résultat pointait vers la même conclusion impossible. Celui ou celle qui avait laissé cette trace se trouvait sur le sol américain des milliers d'années avant que l'histoire ne situe l'arrivée du moindre être humain ici. Et ce qu'ils ont découvert ensuite ne se contente pas de réécrire les manuels scolaires. Il les réduit en cendres. La grotte de l'Oregon. Pendant la majeure partie du XXe siècle, tous les manuels américains répétaient la même petite histoire bien ordonnée. Les premiers humains à atteindre ce continent étaient appelés le peuple Clovis, un nom tiré d'un site du Nouveau-Mexique où leurs outils en pierre caractéristiques avaient été mis au jour. Des preuves datées de la consommation de tabac dans la préhistoire des Amériques, antérieures à 3000 ou 3500 ans. C'étaient des chasseurs habiles qui façonnaient des pointes de lances cannelées, des lames dotées d'une rainure centrale, les rendant plus légères et plus meurtrières. La chronologie était limpide. Ils auraient traversé un pont terrestre gelé depuis l'Asie vers l'Alaska il y a environ 13 000 ans, se seraient glissés vers le sud par un couloir libre de glace et auraient colonisé l'ensemble du continent. Point final. Cette version des faits figurait dans les manuels scolaires. Elle était reprise dans les documentaires. Elle était défendue avec acharnement par les scientifiques qui avaient bâti toute leur carrière sur elle. Puis quelqu'un s'est mis à explorer une rangée de grottes asséchées dans le centre-sud de l'Oregon, connue sous le nom de grotte de Paisley. Les chercheurs avaient entendu parler de Paisley depuis des décennies. Personne n'avait regardé de suffisamment près, personne n'avait fouillé suffisamment en profondeur. Et lorsqu'ils l'ont enfin fait, les preuves qu'ils ont tirées de la terre n'étaient pas une arme, ce n'était pas un outil, c'était quelque chose que personne n'attendait. Des déjections humaines préservées, séchées et durcies au fil de milliers d'années, reposant dans la poussière du sol de la grotte exactement là où quelqu'un les avait laissées. L'air sec du désert avait accompli ce qu'aucun musée n'aurait jamais pu faire. Il avait conservé un fragile indice organique à travers une étendue de temps inimaginable, et à l'intérieur de ces morceaux discrets de matière ancienne se trouvait quelque chose que les outils en pierre n'auraient jamais pu offrir. De l'ADN humain. Lorsque les scientifiques ont extrait l'ADN mitochondrial des échantillons et l'ont séquencé, le résultat était indéniable. Le matériel génétique correspondait aux haplogroupes fondateurs amérindiens A2 et B2. Il s'agissait d'ancêtres directs des peuples autochtones modernes des Amériques, pas une population disparue, pas une migration avortée sans descendants, de véritables ancêtres de personnes qui vivent ici aujourd'hui, des gens avec des familles, des noms, des lignées qui remontent à travers les millénaires jusqu'à une grotte dont la plupart du monde n'avait jamais entendu parler. Puis est venue la date. La technique utilisée était la spectrométrie de masse par accélérateur, une méthode qui mesure directement l'âge d'un matériau organique sans se fier au sol ou aux objets environnants. Une fois calibrés, les restes préservés ont été situés à plus de 14 000 ans avant le présent. Au moins 1000 ans avant que le peuple Clovis ne soit censé être arrivé. Le peuple Clovis n'était pas le premier, loin de là. Et voici ce que personne ne veut dire à voix haute. Les grottes de Paisley n'étaient même pas la première fissure dans ce récit. C'était simplement celle qui a finalement fait céder le barrage. La première fissure était en réalité apparue des décennies plus tôt, de l'autre côté du pays, dans un abri sous roche de grès en Pennsylvanie occidentale. L'abri sous roche de Meadowcroft était niché sur la rive d'un petit ruisseau, à environ 11 kilomètres en amont de la rivière Ohio, avec des rebords en surplomb s'incurvant depuis le flanc de la colline comme un toit de pierre. Un archéologue l'a ensuite décrit comme réunissant toutes les conditions d'un lieu de halte préhistorique idéal, le genre d'endroit où d'anciens voyageurs se seraient arrêtés pour la nuit sans même y réfléchir,
En 1955, un historien local nommé Albert Miller a plongé la main dans un terrier de marmotte sur la propriété, en a extrait une poignée de terre et en a sorti des artefacts qui n'avaient aucune raison de se trouver là. Lorsque les premières fouilles ont débuté en 1973, nous pensions tout savoir sur les premiers peuples du Nouveau Monde. Il existait un modèle dominant. En 1973, un chercheur du nom de Jim Adavasio entreprit de creuser le sol de cet abri, progressant couche par couche vers les profondeurs. Plus il s'enfonçait, plus les vestiges remontaient loin dans le temps. Lorsque les résultats des datations au radiocarbone revinrent, il apparut que des êtres humains avaient fréquenté Meadowcroft des 16 000 à 19 000 années calendaires calibrées. En juillet 1980, Adavasio publia ses découvertes dans American Antiquity et affirma sans détour que le modèle Clovis en premier était erroné. La réaction fut féroce. Certains l'accusèrent d'avoir contaminé ses échantillons. D'autres ignorèrent purement et simplement l'article. Les chercheurs finirent par trouver un nom à cette résistance. Ils l'appelèrent le syndrome de primauté de Clovis et qualifièrent sa défense obstinée d'anachronique et de vaine. Une enquête menée auprès d'archéologues en activité révéla que, même aujourd'hui, seulement 38% d'entre eux adhéraient aux datations d'Adavasio. Un autre 38% restait dans l'incertitude. Le reste rejetait encore les conclusions de manière catégorique. Ainsi, lorsque les grottes de Paisley firent irruption dans le débat, le terrain était déjà fissuré. Paisley rendit simplement impossible de continuer à détourner le regard. Et puis, à environ 112 kilomètres de Paisley, dans un endroit que presque personne ne connaissait, le coup suivant était déjà en train de se préparer. Si ce type d'histoire enfouie vous fascine, abonnez-vous dès maintenant, parce que ce qui vient ensuite est une découverte qui pousse des chercheurs chevronnés à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir. À environ 112 kilomètres de Paisley, aux abords du petit bourg de Riley, dans le comté de Harney, se trouve le Rimrock Draw Rock Shelter. L'archéologue de l'Université de l'Oregon, le docteur Patrick O'Grady, y creuse depuis 2011. Quelques artefacts ont été mis au jour. Des éclats d'obsidienne et un outil en pierre broyée, posés là, juste devant le rebord de l'abri. Rimrock Draw ne livrait pas d'ADN. Ce qu'il offrait, c'était des outils en pierre, des ossements d'animaux et une chronologie inscrite dans la cendre volcanique. L'indice le plus précieux à Rimrock Draw était une couche de cendre blanche enfouie dans le sol, tel un repère naturel. Les scientifiques l'identifièrent comme la cendre d'une éruption précise du mont St. Helens, datée d'environ 15 400 à 15 600 années. Tout ce qui se trouvait sous cette couche de cendre était nécessairement plus ancien. Ce qui était au-dessus était plus récent. C'était une horloge naturelle, gravée dans la terre par un volcan entré en éruption à plus de 1600 km de là. Sous cette cendre, l'équipe commença à exhumer des vestiges qui n'auraient pas dû exister. 27 minuscules fragments d'émail dentaire furent tamisés hors du sol. L'un appartenait au chameau d'hier, une espèce qui parcourait autrefois l'Amérique du Nord durant la dernière période glaciaire. Un autre appartenait au bison anticus, un ancêtre plus grand et plus massif du bison américain d'aujourd'hui. Ces deux espèces avaient disparu depuis des millénaires, et pourtant, elles étaient là, enfouies dans le même sédiment, sous la même couche de cendres. Puis vint l'outil. Dans la même strate, l'équipe découvrit un instrument en pierre façonné dans de la calcédoine orange, une forme vitreuse d'agate qui accroche la lumière. Il comportait plusieurs bords actifs, un tranchant courbe, un bord plat pour racler et une arête dentelée usée par une utilisation intensive. Patrick O'Grady le compara plus tard à un couteau suisse préhistorique. Les dents de son bord étaient polies par des années de travail, le genre d'usure qui ne se développe pas en une semaine ni en un mois. Cela prend toute une vie. Son propriétaire l'avait transporté, aiguisé, réaiguisé, utilisé encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit posé une dernière fois sans jamais être repris.
la position de cet outil changea tout. Il reposait environ 10 centimètres sous les fragments de dents de chameau, ce qui signifiait qu'il était plus ancien que les restes animaux, et ces restes, une fois analysés, s'avérèrent plus vieux que quiconque ne l'avait anticipé. Le laboratoire effectua le test une fois, puis le répéta. Les deux analyses pointaient vers la même fourchette. Les dents de chameau et de bison furent datées d'environ 21 000 à 22 000 années. O'Grady, assis face à ce second résultat concordant, admit par la suite qu'il était extrêmement effrayant d'avoir une seule datation portant sur un matériau aussi ancien. Il expliqua qu'on ne souhaite pas annoncer quelque chose de la sorte sans avoir de quoi l'étayer, mais désormais, il disposait de 2 échantillons, 2 tests indépendants et 2 résultats identiques. Les animaux de Rimrock Draw étaient morts il y a plus de 18 000 ans, et l'outil en pierre enfoui sous leurs dents laissait entendre que quelqu'un s'y trouvait encore plus tôt. Je me suis dit, mon Dieu, on a 15 800 ans comme date pour la cendre. On a des fragments de dents en dessous, et il s'avère que c'est du chameau. Ces outils en pierre appartiennent à une catégorie que les scientifiques appellent la tradition des tiges occidentales. Leurs lames sont longues, leurs épaulements peu marqués et leurs bases arrondies. Ils ne ressemblent en rien aux pointes de Clovis. Ils ont été façonnés par d'autres mains selon d'autres traditions, peut-être venues d'une région du monde entièrement différente. Ils précèdent le style Clovis de plusieurs milliers d'années. Quiconque a fabriqué ces outils n'était pas Clovis. C'était quelque chose de totalement différent. Mais l'Oregon n'était que le commencement. À 700 kilomètres au sud, dans un désert de gypse que personne n'avait jugé bon de cartographier, 61 empreintes attendaient dans la poussière. Et les gens qui les avaient laissées n'auraient pas dû exister. Les empreintes fantômes de White Sands. Le parc national de White Sands est un immense champ de dunes de gypse blanc situé dans le sud du Nouveau-Mexique. En 2009, des chercheurs qui traversaient la surface asséchée d'anciens lacs ont commencé à remarquer quelque chose d'imprimé dans le gypse. Des empreintes de pas, des empreintes humaines. Pas seulement une ou deux. 61 traces fossilisées laissées par des personnes marchant sur les rives d'un lac de l'ère glaciaire connu sous le nom de lac Otero. Les empreintes étaient si nettes qu'on distinguait les orteils individuels et la courbe d'une voûte plantaire. Certaines étaient petites, de la taille d'un pied d'enfant. D'autres avaient la taille d'un adulte se déplaçant rapidement, presque en courant. C'étaient les empreintes de groupes de personnes, y compris des enfants, traversant un paysage depuis longtemps réduit en poussière. Un instant figé dans le temps, capturé dans la boue, séché par le soleil et enfoui sous les sédiments, jusqu'à ce que quelqu'un tombe dessus des milliers d'années plus tard. La première tentative pour dater ces empreintes remonte à 2021. Les scientifiques ont effectué une datation au radiocarbone sur des graines d'une plante appelée la spirale des fossés, trouvée dans les mêmes couches de sédiments que les empreintes. Les résultats indiquaient un âge compris entre 20 et 1 000 et 23 000 ans. Et c'est là que les choses deviennent encore plus gênantes pour la chronologie officielle. Les sceptiques ont immédiatement réagi, affirmant que les graines auraient pu absorber du carbone provenant des eaux souterraines, les faisant paraître bien plus anciennes qu'elles ne l'étaient réellement. Critique légitime. Les chercheurs ont donc procédé à de nouveaux tests, en utilisant cette fois une méthode entièrement différente. Ils ont analysé le pollen de conifères provenant des mêmes couches. Le pollen n'est pas affecté par le carbone des eaux souterraines. Il provient directement d'arbres qui étaient vivants à l'époque. Les nouveaux résultats correspondaient exactement aux premiers, entre 21 000 et 23 000 ans. En juin 2025, une troisième étude publiée dans Science Advance a examiné de la matière organique extraite de boue de zones humides et de sédiments lacustres peu profonds. 3 sources distinctes, pollen, graines et boue organique, ont été testées indépendamment. Les 3 pointaient vers la même fenêtre temporelle, le sommet de la dernière période glaciaire, lorsque l'Amérique du Nord était un paysage gelé et brutal. Dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique, des chercheurs ont passé des années à étudier ces anciennes empreintes.
Les traces humaines de White Sands ont été découvertes aux côtés d'empreintes de mammouths colombiens et de paresseux géants terrestres, d'immenses créatures disparues du continent il y a des milliers d'années. Leurs pistes se croisent sur le même sol, conservées ensemble dans la même boue ancienne. Pour la plupart des archéologues, c'était déjà une découverte qui pouvait briser une carrière, le genre de trouvaille que personne ne souhaite être le premier à défendre. Mais White Sands remonte au maximum à 23 000 ans. Il existe quelque chose d'autre dans le sud de la Californie, tellement plus ancien que White Sands en paraît presque récent, et c'est par hasard qu'on l'a découvert, par des hommes qui ne cherchaient rien, le chantier de l'autoroute en Californie du Sud. Une équipe de construction routière de routine creusait le sol lorsque quelqu'un heurta un os. La lame de l'engin s'arrêta. Le contremaître s'approcha. Ce qu'il observait n'était pas un rocher. Ce n'était pas une canalisation. C'était la forme courbe et reconnaissable de quelque chose qui avait autrefois été vivant. Les travaux s'arrêtèrent complètement. Des paléontologues furent appelés, et ce qu'ils retirèrent du sol étaient les restes partiels d'un seul mastodonte, une créature semblable à un éléphant qui s'était éteinte à la fin de l'ère glaciaire. Mais les os n'étaient pas simplement là, disposés naturellement. Quelque chose avait été fait avec eux, quelque chose de délibéré. Et tandis que l'équipe dégageait la terre, une prise de conscience commença à s'installer parmi les personnes debout autour de cette fosse. Ils n'avaient pas affaire à un simple fossile. Ils se trouvaient face à une scène troublante. Les ossements du mastodonte présentaient des fractures en spirale, un type de cassure bien particulier qui ne se produit que lorsque l'os est encore frais. Un os fossilisé ne se casse pas de cette façon. L'os ancien se brise en éclats. L'os frais, lui, se tord. Quelqu'un avait délibérément fracturé ses os, très certainement pour accéder à la moelle qu'il contenait, une source alimentaire dense et nutritive que les humains préhistoriques appréciaient énormément. Et puis il y avait les pierres. Dispersés parmi les ossements se trouvaient 5 gros galets, des rochers de la taille d'un poing qui n'avaient rien à faire dans le sol environnant. Les géologues ont effectué les calculs. Ces pierres étaient trop volumineuses et trop lourdes pour avoir été déposées là par l'eau. Quelqu'un les avait apportées. Quelqu'un s'en était servi comme percuteurs et enclumes. Et puis, pour des raisons que personne ne connaîtra jamais, ces individus étaient tout simplement repartis en les abandonnant sur place. C'est précisément ce point qui inquiète les experts. La méthode de datation utilisée sur les os était l'analyse radiométrique uranium-thorium. Et chaque test réalisé a renvoyé exactement la même réponse. Les os avaient environ 130 700 ans. Relisez bien ce chiffre, 130 700 ans. En 2017, la revue Nature a publié cette étude. Ses auteurs étaient Stephen Holland, Kathleen Holland, Thomas Deere et Richard Fuligar. Leur affirmation, rédigée dans le langage académique technique le plus prudent qu'ils aient pu trouver, a explosé à travers tout le domaine comme une bombe. Une espèce humaine quelconque était déjà présente en Amérique du Nord il y a 130 700 ans. Pas des humains modernes, pas des néandertaliens, autre chose. Quelque chose que les modèles existants ne possèdent même pas de nom pour désigner. La communauté archéologique dominante a en grande partie évité de s'engager sur le site de Trudy. Il est tout simplement trop radical, trop difficile à expliquer, trop préjudiciable pour la carrière de ceux qui devraient admettre qu'ils avaient tort. Alors, qui était-il? Qui a fracturé les os d'un mastodonte en Californie il y a plus de 130 000 ans, avant de repartir en laissant ses percuteurs dans la terre? Personne ne le sait. Personne ne peut même l'imaginer. Pendant longtemps, l'hypothèse retenue était celle de la Sibérie, du pont terrestre, d'une seule porte d'entrée. Mais de nouvelles données génétiques et celles issues des outils en pierre indiquent désormais une direction radicalement différente. Quelque part de l'autre côté de l'océan ouvert, quelque part qui aurait dû être impossible à atteindre. L'histoire officielle d'origine chinoise affirme que les premiers Américains ont traversé à pied depuis l'Asie jusqu'en Amérique du Nord par un pont terrestre appelé Binya. C'était la seule porte, le seul passage possible.
Mais de nouvelles découvertes obligent les scientifiques à poser une question très différente. Et si certains des premiers Américains n'avaient jamais marché du tout, et s'ils étaient arrivés en bateau, et s'ils n'avaient pas pris la mer depuis la Sibérie, mais depuis un endroit bien plus au sud, comme les côtes chinoises, et voici ce qui ne devrait pas être possible. Le premier indice que des humains anciens étaient capables de traverser des eaux ouvertes est venu d'un endroit qui aurait dû rendre ce voyage impensable. L'île de Crète, en mer Méditerranée. Crète est une île depuis environ 5 millions d'années. Elle n'a jamais été reliée au continent pendant toute la période durant laquelle les humains ont existé. Quiconque a posé le pied sur Crète a dû y parvenir par voie maritime. Pas un radeau dérivant par accident. Un véritable bateau construit intentionnellement, capable de parcourir au moins 40 mètres en mer ouverte. Une équipe de recherche dirigée par Thomas Straher et Elani Panagopoulou a découvert des outils en pierre sur 2 sites de Crète. Ces outils n'étaient pas récents. Ils avaient entre 130 000 et 700 000 ans. Ils ressemblaient aux outils fabriqués par Homo heidelbergensis et Homo erectus, des ancêtres humains qui parcouraient la Terre bien avant que les humains modernes n'existent. Réfléchissez-y. Si ces hommes anciens étaient capables de construire des bateaux et de traverser la Méditerranée, alors l'idée que les premiers humains ne pouvaient pas naviguer en eaux ouvertes était définitivement révolue. L'un des membres de l'équipe l'a dit clairement. Si des humains anciens pouvaient se déplacer en Méditerranée avant 130 000 ans, ils pouvaient également traverser d'autres étendues d'eau. Il a ajouté que cette découverte ouvrait la voie à une réévaluation de chaque hypothèse jamais formulée sur les migrations humaines primitives. Puis vinrent les données génétiques, et c'est là que tout le tableau commence à se déformer. Des chercheurs étudiant un lignage d'ADN mitochondrial appelé D4H ont retracé son origine jusqu'aux côtes nord de la Chine. Les données ne montraient pas une seule migration vers les Amériques. Elles révélaient 2 voies distinctes, 2 voyages différents effectués par 2 groupes distincts à 2 époques très éloignées l'une de l'autre. La première vague est arrivée il y a environ 26 000 ans. Ces gens ont vraisemblablement longé les côtes en bateau, remontant les rivages depuis la Chine, traversant le Japon, puis s'aventurant à travers le Pacifique. Ils ne franchissaient pas un pont de terre gelé. Ils se déplaçaient d'un campement côtier à l'autre, suivant la nourriture, suivant les marées, établissant de petits abris temporaires partout où la mer leur offrait suffisamment de poissons, de coquillages et d'oiseaux marins pour survivre. C'était un voyage lent. Il a peut-être duré plusieurs générations, mais ça a fonctionné. La deuxième vague est venue il y a environ 15 000 ans. Ces personnes ont emprunté la voie terrestre à travers la Béringie. Ce sont elles que l'on associe le plus souvent aux vagues migratoires ultérieures et aux populations de l'époque Clovis que les archéologues croyaient autrefois être les tout premiers Américains. Il semble désormais qu'ils n'étaient pas les premiers du tout. Ils étaient des retardataires, marchant sur un chemin que d'autres avaient déjà emprunté par la mer. Et voici la partie qui laisse tout le monde sans voix. Des techniques similaires de taille de pierre ont été retrouvées en Chine, au Japon et dans les Amériques. Les mêmes façons de façonner la pierre, les mêmes types de lames, les mêmes formes de pointes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une piste. Et cette piste remonte jusqu'aux côtes de Chine. Alors la petite histoire bien rangée qu'on nous a tous enseignée, celle qui commençait avec Colomb, puis reculait discrètement jusqu'à Clovis, s'est effondrée. Les premiers Américains n'étaient pas ceux que nous pensions. Ils ne sont pas arrivés au moment où nous le croyions. Ils ne sont même pas arrivés de la façon dont nous l'imaginions. Les empreintes de White Sands, les os fracturés de Cerruti, l'outil en pierre de Rimrock Draw, l'ADN des grottes de Paisley. Tout cela pointe vers la même vérité dérangeante. L'histoire des êtres humains sur ce continent est bien plus ancienne, bien plus étrange et bien plus complexe que quiconque ne voulait l'admettre. Et quelque part dans la terre d'un endroit que personne n'a encore fouillé, la prochaine découverte attend déjà. Alors, qui étaient les gens qui ont brisé des os de mastodontes en Californie il y a 130 700 ans?
Partagez votre théorie dans les commentaires, parce que la réponse officielle est que personne ne le sait. Si cette histoire vous a autant frappé que nous, cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, parce que le prochain chantier de fouilles est déjà en cours. Et quand les résultats sortiront, nous serons les premiers à vous expliquer ce qu'ils ont découvert.